Bonjour à toutes et à tous, Miné Gunbay, je suis ici en direct live de la librairie Kléber, la salle blanche, pour accueillir Alice Coffin qui va se connecter à nous dans quelques... Donc avec son premier essai, Le génie lesbien, chez Grasset, nous allons accueillir Alice Coffin. Voilà, Alice est connectée. Bonjour Alice. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va, ça va. Merci beaucoup à la librairie Kléber pour l'invitation, hein. Je devais venir il y a quelques jours à Strasbourg et avec Pauline Armange, mais du coup, je suis contente Absolument. qu'on puisse quand même se parler. Voilà, bravo, bravo aux libraires, justement. Outre le génie lesbien, moi je suis aussi euh, conseillère de Paris et le Conseil de Paris a lieu demain, justement, mardi et mercredi, et il sera beaucoup, notamment, question de la façon dont on peut soutenir les librairies en ce moment, en ces moments très particuliers. Donc merci en tout cas, merci en tout cas de m'avoir invité. Eh bien, merci à vous, à toi. Je ne sais pas si je peux te tutoyer faisant partie de la communauté féministe. Alice Coffin, je vais te présenter rapidement, même si tu es déjà largement connue. Tu es journaliste, militante féministe et lesbienne. On t'a connue activiste dans le groupe La Barbe, mais aussi tu as cofondé la Confédération européenne lesbienne et l'Association des journalistes LGBT en France. Et comme tu viens de le dire, actuellement, tu es élue Europe Écologie Les Verts. Adjointe en charge de la question de l'égalité et de la lutte contre les discriminations à la mairie du 12e. Je crois savoir que le livre explose les ventes. C'est assez rare pour un ouvrage féministe. Donc, comment est-ce que tu vis ce premier essai qui connaît un tel succès? Non, mais bien sûr, je suis contente qu'il soit lu, l'ouvrage, surtout que si au moins que les multiples menaces, désinformations qui ont suivi sa parution et servi à amplifier, hein, finalement le nombre de personnes Mm. qui en entendaient parler. Alors, bien, je suis contente aussi du type, et merci d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages et en disant qu'elles ont apprécié le livre, parce que pas seulement, c'est pas du tout seulement ça, mais ça se voulait aussi un ouvrage de transmission. C'est-à-dire que moi, si j'ai décidé d'écrire le livre, c'est précisément parce qu'il me semblait que son contenu n'était pas suffisamment raconté Mm. ailleurs. Et en l'occurrence, que toute une partie de l'histoire des lesbiennes, ou moi tout un nombre de, même pas de l'histoire, mais même du mouvement lesbien contemporain, qu'un ensemble de personnalités que je croisais dans mes activités militantes et que je trouvais absolument extraordinaires, méritaient d'avoir leur nom dans un livre, qu'on entende leurs propos, puisque c'est aussi un ouvrage qui est collectif presque. Enfin, voilà, c'est moi Mhm. qui l'ai écrit, mais c'est aussi la voix de beaucoup, beaucoup de militantes qui viennent d'un peu partout. Alors, clairement, ce succès, il est pas volé parce que c'est un livre qui est percutant, il est inspirant. Et comme tu viens de le dire, je crois que c'est vraiment un livre de transmission parce qu'il y a là tout un pan que tu abordes et qui a un petit peu été oublié. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment autour de la question du lesbianisme politique. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur un épisode dont tu ne parles pas beaucoup. Tu ne parles même pas dans ce livre parce qu'évidemment, je suppose qu'il est à l'impression au moment des événements. C'est celui de ton mandat politique. Qui a commencé, on le sait, de manière dans une violence inouïe. On a été spectateurs et spectatrices de la violence à laquelle tu as assisté pour avoir eu les ovaires, d'avoir dénoncé la nomination de Girard à la mairie de Paris en tant qu'adjoint à la culture. Ce même adjoint dont on sait qu'aujourd'hui il est accusé d'agression. Et donc, je voudrais savoir comment tu envisages ce mandat politique, parce qu'en fait, on a assisté là, sous nos yeux ébahis, à la défection d'une partie de la gauche aussi, qui n'a pas soutenu en fait vos positions féministes. Tu as subi du harcèlement, du cyberharcèlement, d'une violence inouïe. Tu as été mise sous protection policière. Et du coup, comment, après tout ça, on envisage un mandat politique? Quelles vont être tes priorités? Ouais, alors c'est vrai que ça a encore un impact maintenant, puisque il y a un certain nombre de conseillers, conseillères de Paris qui ont par exemple déclaré que désormais, quand je prendrais la parole,
puisque moi, je voulais supprimer les hommes, eux, ils allaient partir de la salle. Quand moi, j'allais parler, donc j'ai envie de dire, mais cassez-vous, allez-y, c'est pas grave, pour reprendre une terminologie lesbienne et féministe. Et non, mais c'est sérieux par ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est des propos comme ça, ou qui veulent plus tellement travailler avec moi, ou qui ont l'impression un peu que ça sent le soufre, qu'il faut vraiment pas être trop proche d'Alice Coffin dans ses activités politiques, parce que sinon, on est assimilé vraiment à des choses absolument horribles. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça a un impact, quoi. Ça rend Mais compliqué, on aurait pu penser qu'ils avaient pris acte de leur erreur et que, avec les accusations qui ont suivi, se dire mince, on s'est planté de camp en fait. Ah, pas du tout. Non, non, non. Moi, je m'attendais un peu. C'est un peu calmé le jeu quand en mi-août, effectivement, il y a eu un article du New York Times qui a fait part des accusations, déclarations d'Anis Maïd envers Christophe Girard. Ça a un peu calmé le jeu sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas entraîné, moi, ce que j'aurais attendu aussi, Oui, des de excuses. personnes qui disent, bon, bah voilà, ton acte, blablabla, on s'est Et non, il n'y a pas eu. trompé, et finalement, c'est une bonne chose pour la mairie, et finalement, c'est une bonne chose pour la vie politique, l'action que vous avez, toi et d'autres entreprises. Mais non, non, pas du tout. Je pense que ça raconte, je le dis un peu dans le livre, je parle plus de ça en milieu journalistique, que c'est assez compliqué pour les journalistes de s'excuser et de reconnaître qu'ils ont fait des bêtises et des déclarations, des articles un peu malhonnêtes. En politique, c'est pareil. Donc, apparemment, c'est extrêmement difficile, ce qui est dommage, quoi, parce que moi, j'entends qu'on puisse, que c'est compliqué de se positionner, voilà, quand ça arrive, les gens sont mus par plein de différentes raisons, mais à un moment, je trouve que c'est bien d'essayer de dire, bon, bah là, on y va, on soutient, mais non, c'est pas vraiment le cas. Donc, mais bon, moi, c'est pas pour le reste, pour répondre à la question, moi, je vais continuer effectivement le mandat qui est clairement, je voyais, il y a une très bonne nouvelle aujourd'hui qui est tombée. Monica Benicio a été élue conseillère municipale de Rio. Monica Benicio, c'est la veuve de Marielle Franco, dont il est question dans le livre, et que moi, j'admire énormément. Et elle a dit que son mandat, elle était contente qu'il y ait une lesbienne ou il y a une personne ouvertement lesbienne au conseil municipal de Rio, que son mandat serait féministe et antifasciste, ce qui me semble une bonne définition de mandature. Donc c'est une bonne nouvelle, on continue à regarder les bonnes nouvelles. Tu l'as dit, effectivement, cet ouvrage, c'est un fémage, comme on dit maintenant, à plein de femmes et notamment plein de féministes lesbiennes. Est-ce que le fait d'être toi-même féministe revendiquée lesbienne comme fondement politique, tu penses a eu des conséquences encore plus importantes dans le traitement notamment médiatique de toute cette affaire et de la sortie de ton livre? Ouais, c'est indubitable. Et c'est triste à réaliser, mais la lesbophobie, ce qu'on appelle la lesbophobie, j'ai noté quand je suis allée, une des fois où je suis allée déposer plainte en fait pour des insultes, j'ai dit bah, c'est des insultes lesbophobes. Et en face, j'étais plutôt bien reçue, mais quand même, la personne qui prenait la plainte me dit lesbophobe, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, et la lesbophobie qui vise une certaine spécificité d'insultes et d'attitudes envers les lesbiennes a énormément joué. Moi, j'ai étudié d'assez près, parce que ça, c'est mon boulot aussi, les réactions médiatiques ou sur les réseaux sociaux, le type d'insultes auxquelles ont droit des féministes hétéros, etc., qui malheureusement sont pas tout autant la cible que moi, mais ça diffère. C'est-à-dire que dans le fait, évidemment, qu'il y ait eu on s'attaque à une lesbienne a énormément joué dans la nature des insultes qui visaient, mais alors comme il y a des décennies, ça reste vraiment très, très, très persévérant comme type d'insulte à me dénier le droit de me revendiquer une femme. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'est un mec, et avec tout un truc de description du physique aussi, énormément, mais regardez, qui allait la taille de mes épaules, je ne sais quoi. Enfin, donc on le voit vraiment dans la façon dont ça s'applique, le regard vraiment insultant, discriminant, mais de base qu'on peut appliquer aux lesbiennes. Et puis je pense que ça joue aussi dans vraiment l'espèce de terreur qui s'est quand même emparée d'eux et qui continue à les animer sur le fait qu'on ose écrire certaines choses dans un livre, qu'on ose dire que peut-être on ne va pas continuer indéfiniment à ne lire que des livres d'hommes, comme moi ça a été mon cas pendant des années. Et évidemment, le fait que je sois lesbienne et que je le dise, je pense surtout, accroît la réaction.
Oui, et puis c'est une action militante que tu as menée pendant des années, celle de faire sortir du placard, comme tu le dis dans le livre, dans l'ouvrage, la communauté LGBT. Mais du coup, est-ce que tu peux revenir sur tout ce processus militant et pourquoi c'est important pour toi qu'il y ait des coming out, comme tu le dis dans le livre, et presque c'est une obligation éthique, politique pour toi que ces personnes-là se revendiquent publiquement. Ouais, c'est important parce que moi, en tout cas, quand j'étais enfant, ado, j'avais jamais trop de problèmes à avoir des sentiments pour des femmes, ça me faisait pas du tout peur, de désir. En revanche, je savais pas du tout, je connaissais même pas le mot lesbienne et j'aurais été bien incapable de dire voilà que j'étais lesbienne, d'abord parce que je ne savais même pas que ça existait, donc encore moins d'avoir de figure référente. Donc je pense que c'est très important, effectivement, qu'il y ait cette action-là. Et si on prend des exemples concrets, je pense que la façon dont se sont passées les discussions sur le mariage pour tous, puis sur la PMA On y et avec reviendra, ce oui. qu'on a vécu, ce qui reste un traumatisme intense, moi quand je parle notamment des gens qui étaient plutôt ados à l'époque, mais d'autres aussi, ça reste extrêmement traumatisant cette période 2012-2013 avec sans arrêt tous les matins de l'homophobie, de la lesbophobie, de la transphobie déversée sur les stations radio, les rues envahies par la manif pour tous, etc. Je suis complètement convaincue que si à ce moment-là, on avait eu des personnalités qui disaient attendez, là, ce que vous dites là, ben moi je suis concernée. Vous vous adressez à moi, personnalité lesbienne, à moi, personnalité gay, on l'a absolument pas eu. Et c'est pas faute d'avoir demandé, parce que nous on avait un peu anticipé avec d'autres militants, militantes cette situation-là, et on avait demandé très directement ou dans une tribune qui était parue dans le monde aux personnalités de sortir du placard, quoi, de devenir. Ouais. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que je crois vraiment que la France est le seul pays où ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire où il n'y ait pas eu aucune personnalité qui soit venue sur le devant, gay ou lesbienne, et qui ait fait son coming out ou qui ait pris la parole publiquement pour dire je suis lesbienne, ce que vous leur dites à eux, vous le dites à moi, ce que vous leur dites à elles, vous le dites à moi. C'est arrivé dans beaucoup d'autres pays où vraiment, et là, on a, mais parce que ça s'explique, et moi, c'est à partir de là que je me suis intéressée au phénomène, structurellement, statistiquement, on a beaucoup moins de personnalités qui font leur coming out en France. Donc ça, c'est une chose de dire, voilà les conséquences que ça a, et elles sont extrêmement dommageables. Mais ce qui est encore plus profond, je pense, c'est d'aller creuser sur le fait quelles sont les raisons. Et les raisons du fait qu'il y ait tant de personnalités qui ont encore très peur de faire leur coming out nous racontent beaucoup, beaucoup, beaucoup des structures culturelles de la société française. Par exemple, la distinction qu'on fait entre vie privée et vie publique, et qui est très spécifique en France, et qu'on va retrouver par exemple dans certains arguments qui sont développés contre le mouvement MeToo, en disant c'est du domaine du privé. Ça va nous développer beaucoup de spécificités sur ce que c'est être un citoyen, je le prends volontairement au sens masculin en France, comme si on était complètement aveugle à toute notion de race, d'orientation sexuelle, sur le fait que tout le monde en fait finalement était absolument avait la même voix, que ce n'était pas grave qui s'exprimait, que finalement un homme blanc, hétéro, pouvait tout aussi bien parler pour une lesbienne noire, que finalement, chacun peut s'exprimer pour d'autres. Moi, la preuve, en tout cas, en tant que lesbienne, j'ai jamais vu tellement mon histoire racontée par tous ces hommes qui avaient accès au livre, à la parole, et évidemment que ça compte ce qu'ils parlent, et que ça compte dans le champ politique, ça compte dans le champ médiatique, et que si on n'a pas davantage de personnes qui s'expriment en tant que lesbiennes ou en tant que d'une autre minorité, ça a des conséquences extrêmement graves. Ouais. C'est d'ailleurs très impactant ce que tu dis sur les nécrologies. J'y avais jamais pensé en fait, et c'est vrai que tu peux nous dire comment tu prends conscience qu'en fait c'est complètement invisibilisé. Quelles lunettes il faut mettre pour se rendre compte de ça? Parce que même quand on est féministe, on peut passer à côté de choses comme ça. Alors, les rubriques nécrologiques qui sont importantes dans les médias, je trouve que c'est d'actualité parce qu'aujourd'hui, RFI a fait une petite boulette et a développé, a publié pas mal de nécrologies qui étaient en stock, en marbre, comme on dit en journalisme, tout à coup sur son site. Moi, quand j'étais à 20 minutes, j'ai laissé quelques nécrologies, plusieurs articles de nécrologie de Johnny d'ailleurs, avant de partir, mais j'ai quitté le journal avant lui, j'allais dire avant lui, quitter ce monde, mais c'est pour dire que c'est un exercice très important. Le fait de raconter la vie d'une personne après sa mort. Et ça nous raconte quelque chose, parce que si on observe, là aussi on fait quelques statistiques sur les nécrologies, on a l'impression
qu'on vit dans un monde où, en fait, mais il y a essentiellement des hommes, ou en tout cas, seuls eux meurent. Et alors, encore plus, où il n'y a pas de lesbiennes, ce qui avait valu à la chercheuse Nelly Kemner cette très belle phrase. Les lesbiennes sont immortelles, en fait, puisqu'elles ne sont jamais là. Il y a pas une nécrologie de lesbiennes. Alors pourquoi alors, d'abord, et ça renvoie vraiment à la double, au double, comment dire, on m'entend encore? Oui, on t'entend, ça. Oui, moi j'entends. Ah, on t'a perdu, Alice. Ça y est. Allô, allô, tu m'entends? Allô, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Ok, bah juste quand je dis les lesbiennes sont immortelles, voilà, c'est la punition. C'est une manière de distordre la réalité, vraiment là où le journalisme devrait rendre compte du réel. Finalement, il nous présente un monde où, si on regarde, on compte quel genre de personnes, bah, ce sont des hommes, des blancs, des hétéros. Et alors, attention, parce que même quand on va faire la nécrologie d'une lesbienne, en fait, il y a une spécificité, mais c'est valable aussi pour un gay ou un autre, on ne le dit pas. Très souvent, en fait, on ne se permet même pas de dire, en fait, même si c'était explicite et endossé, assumé par la personne. Hein. Je donne l'exemple, par exemple, de Richard Descoings. Quand il est mort, ancien directeur de Sciences Po, et Raphaël Paquet lui avait consacré un ouvrage également chez Grasset qui s'appelait Ritchie, qui racontait ça. C'est-à-dire que les journalistes volontairement en fait, vont évincer en fait, cette partie-là. Pourquoi? Ça qui est intéressant, c'est que je pense que ça peut être de la lesbophobie, c'est-à-dire d'invisibilisation totale, qu'ils n'ont pas envie. Ça peut être tout à fait ça, mais parfois c'est plus retors que ça, parce que je crois qu'ils le font aussi de bonne foi. C'est-à-dire que vraiment, ils ont l'impression que écrire le mot lesbienne, c'est sale, c'est un gros mot. Et du coup, limite qu'ils nous respectent plus s'ils ne le disent pas. Et c'est ça qui est très très dur après à déverrouiller, parce que la façon dont on a usurpé en fait ce terme lesbienne, où il a été repris notamment par des hommes hétéros, et le meilleur exemple de ça, c'est si vous tapez lesbienne sur Google, dans énormément de pays dans le monde, vous tombez sur des images de films X, de films porn, à destination des hommes hétéros. Et donc, comme tout ce qui est rattaché au film porno, au film X, à cette image On est lesbienne, dans ça, ce qui fait que c'est vu comme un gros mot encore. Et donc, parfois, même en voulant faire bien, ils disent non, je ne vais pas l'écrire, je ne vais pas le dire. Donc là, le livre a aussi cette ambition-là de pouvoir réinstaller ce mot-là. J'allais dire le banaliser, ça ne sera jamais banal, le mot lesbienne, mais et tant mieux, mais je veux dire, c'est aussi d'essayer de contrer en fait, des siècles de distorsion là-dessus. Alors, ça pose le problème culturel du privé et du politique, comme tu viens de le démontrer maintenant, mais ça pose aussi une autre question qui est l'universalisme à la française. On a un problème aujourd'hui, et on voit bien toutes les critiques existantes, notamment sur le féminisme intersectionnel, comme quoi il y aurait une volonté de catégoriser et de provoquer des séparatismes, comme le dit aujourd'hui le gouvernement pour plein de sujets. Mais du coup, comment on fait pour pouvoir expliquer qu'en fait, c'est en regardant le spécifique qu'on va pouvoir construire l'universel? Parce qu'en réalité, on est une société qui a nié, par sa structure même, hein, par celle de notamment la Constitution. Comment on fait pour pouvoir montrer qu'en regardant le spécifique, on n'est pas en train de créer des catégories qu'on veut mettre à part, on est en train de créer des catégories qu'on veut remettre dans l'universel? Parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a une volonté de pas comprendre, ou alors voilà, comment on joue cette question-là aujourd'hui? Ouais, non, mais c'est exactement ça, et c'est intéressant. Moi, ça a fait l'objet de beaucoup, alors, et au moment de toute l'histoire de Christophe Girard et à la sortie du livre, vous voyez, les adresses immédiatement, c'était sur ah mais non, mais nous on est féministes, on est pour un féminisme universaliste, nous on est... Aïe, on a perdu la connexion complètement. On a perdu la connexion. On a perdu. J'ai plus du tout de connexion. Ici, j'entends plus Alice.
Non, j'entends plus du tout Alice. Alors, on a un petit problème technique. Il y a un problème d'internet vraisemblablement. C'est du côté de Alice, oui. Alors, on a, je crois, un petit problème de connexion du côté de chez Alice. Alors, on va essayer de se connecter, se reconnecter. Désolée pour ce petit incident technique. Il y a trop de personnes connectées sans aucun doute. Alors, est-ce qu'on arrive à retrouver Alice? Alice, est-ce qu'on... Ça fonctionne? Oui, super. Voilà. Bon, super. Je vais rebrancher encore un autre réseau. Je suis désolée, pardon. Voilà. Donc, on en était sur la question du voilà, l'universalisme versus communautarisme. Ouais. Et, voilà, comment Ouais, on je gère disais, cette en fait, question. c'est intéressant que c'était la carte brandie, la carte magique, en fait, qu'ils brandissent pour dire ah, grande méchante, nous, on défend l'universalisme, nous, on défend l'humanité, et pas vous, et vous, c'est très dangereux ce que vous faites. Ce qui me semble, mais alors, mais vraiment complètement absurde. C'est pour ça qu'il est compliqué. Elle est compliquée cette discussion parce qu'elle repose sur rien. Et évidemment que moi, c'est pas parce que je m'intéresse aux lesbiennes, que je parle en tant que lesbienne, que je pense pas à l'ensemble de l'humanité. Et d'ailleurs, alors si on veut parler d'un corpus de textes qui ont déjà développé tout ça depuis longtemps, Monique Wittig, référence absolue en matière de pensée lesbienne, l'avait développé dans une préface qu'elle a faite à un texte de Juna Barnes qui s'appelle La Passion et qui était sur en fait l'universel du point de vue minoritaire, pour le dire avec des termes un peu compliqués, mais c'est vraiment de dire, c'est pas parce que évidemment on s'exprime en tant que appartenant à une minorité avec un point de vue qu'on ne s'adresse pas à l'humanité. Et je pense qu'en plus les lesbiennes sont un endroit absolument merveilleux pour dire ça. Et c'est ce que j'essaye de raconter dans le livre, que c'est justement évidemment avec une pensée profondément humaine, profondément généreuse envers tous et toutes qu'on fonctionne. Donc c'est absolument un piège en fait cette histoire d'universalisme et cette histoire qu'ils nous ont ressorti avec le séparatisme qui ne veut pas dire grand chose et simplement qui vise vraiment à supprimer la parole. Moi, il y en a beaucoup d'illustrations et moi, j'essaie toujours de parler de choses justement que j'ai vécues parce que je pense que c'est important et c'est plus probant. Et les exemples que j'ai eus de l'application de cet universalisme dans un certain champ qui est le journalisme, c'est toutes les questions de la neutralité, de l'objectivité. Et en fait, là, on voit vraiment la supercherie. Quand on regarde un peu comment ça fonctionne l'universalisme en champ journalistique, c'est de dire non mais attention, vous comprenez, ce qui est important, c'est de parler d'un sujet avec recul, sans être concerné, comme ça vous en parlez bien journalistiquement. Sauf que bizarrement, en journalisme, c'est toujours à certains et certaines qu'on demande ou qu'on dit toi, tu es biaisé, tu comprends, tu ne vas pas pouvoir parler de ce sujet-là. Alors que d'autres, on ne va jamais remettre en cause en fait leur neutralité, la qualité universelle de leurs propos. Et ces autres-là, ils se trouvent, sont très souvent des hommes, des blancs, des hétéros, valides, enfin, etc. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir d'une norme qu'eux-mêmes ont édictée, parce que la norme, elle peut aussi bouger, va être considéré comme biaisé. Ah là, t'es neutre. T'es pas neutre, tu es biaisé. Alors que eux incarnent le neutre et c'est intéressant comme c'est pas du tout nouveau comme idée. Je cite d'ailleurs dans le bouquin, j'étais frappée en relisant, je n'avais pas fait attention à l'époque, mais que dans l'introduction au deuxième sexe, Simone de Beauvoir dit le neutre, c'est l'homme en fait. Voilà la supercherie en journalisme. Moi, je l'ai vu vraiment appliquer tout le temps. On me disait, non, toi, tu peux pas parler de questions justement de lesbienne, de féminisme, parce que tu es toi-même lesbienne ou féminisme. Et jamais eux, c'est comme s'ils n'avaient pas de vécu, les mecs, de leur parcours et tout ça, ils sont jamais biaisés, il n'y a jamais d'autres affinités qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel sujet. Donc évidemment que c'est un instrument de domination, enfin, cette histoire d'universalisme et tout ça, et que moi je me considère tout autant universel, enfin, parlant d'un point de vue universel qu'eux. Ils n'ont pas le monopole de ça, et en fait ils ne l'ont vraiment pas, parce que ce qu'ils font s'appelle vraiment du rapport de pouvoir en fait. Oui, et puis on parlait des dimensions culturelles. En fait, dans l'ouvrage, il y a beaucoup de références aux États-Unis.
Et aujourd'hui, quand on voit les attaques, alors notamment aujourd'hui en direction des chercheuses en sciences sociales, notamment sur les questions, on voit bien la charge qui est menée dans l'université pour ce qui serait les études postcoloniales, décoloniales et tous ces sujets-là. L'expérience des États-Unis permet effectivement de regarder un petit peu les choses avec du recul, non pas forcément pour reproduire des choses, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit, oui, mais vous allez regarder ailleurs et vous voulez reproduire ce qui n'est pas reproductible ici, mais en réalité, il y a des expériences qui pourraient se reproduire. Est-ce que tu peux parler un petit peu des expériences que tu as eues aux États-Unis qui égrènent tout le livre en réalité et qui est très très intéressant? Oui, alors non, mais c'est vrai que d'ailleurs, ça, c'est un autre pendant très intéressant de voir comment la pensée anti-américaniste ou le reproche de vouloir faire comme l'épouvantail des États-Unis est utilisé dans certains cas en France et pas d'autres. Et moi, les cas les plus frappants, alors je le vois beaucoup sur mon livre aussi, ah là là là, mais oui, je le vois beaucoup quand on adresse des reproches aux penseuses décoloniales ou antiracistes. Ah, mais ils ont été formés aux États-Unis, mais on l'a déjà vu avant. Si on se rappelle un peu ce qui s'est passé autour de Dominique Strauss-Kahn, c'était déjà ça. C'était mon Dieu, société française va s'américaniser. Donc tout ça, en fait, là aussi, on voit que c'est des arguments qui sont utilisés dans un certain cas et par certaines personnes pour empêcher des évolutions, en l'occurrence l'émergence de voix qui sont opprimées, donc les femmes dans le cadre des SK, les Noirs, cette mécanique-là. Et correctement pour mener plein d'interviews sur ce livre, bénéficier d'une bourse en fait d'une commission franco-américaine, mais qui venait des États-Unis, et c'est très signifiant. C'est-à-dire qu'en France, jamais on m'aurait, jamais j'aurais pu trouver des bonnes conditions pour faire ce travail-là. Et c'est valable, effectivement, tu le notais dans le champ universitaire, mais bien entendu, enfin, je veux dire, c'est absolument sous-financé, mais comme beaucoup de secteurs, c'est-à-dire que, Oui. là encore, je parle de ce que je connais, mais c'est toujours la question de l'argent est toujours importante, hein, de savoir à qui on donne les moyens de travailler sur quoi. Et par exemple, dans les journaux, vous verrez que les cellules qui sont les rubriques, les ressources qu'on alloue à des journalistes qui veulent travailler sur des enquêtes contre les violences sexistes, qui veulent travailler sur des sujets liés aux minorités, bah, elles sont bien moindres que ce qu'on va filer pour des enquêtes sur les milieux financiers, politiques. C'est pas des sujets vraiment pris au sérieux dans ce pays. Alors, pour autant dire, moi, c'est pas du tout dans une idéalisation, surtout quand j'ai été faire cette série de dizaines d'interviews de journalistes et activistes pour travailler autour du. Moi, je travaillais à ce moment-là, en 2018, sur le concept de la neutralité. Et je suis arrivée justement début 2018, c'est-à-dire un peu plus d'un an après l'arrivée de Trump au pouvoir. Je veux dire que les personnes que j'interviewais, elles n'étaient pas en train d'idéaliser leur pays. Au contraire, en disant, mais dans quel pays horrible on vit. Donc, il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas du tout de dire, oh, mon Dieu, les États-Unis c'est formidable, la France c'est pourri, mais simplement d'avoir accès à d'autres stratégies en fait, qui ont été développées grâce notamment à des moyens différents, à une histoire culturelle différente, qui peuvent être extrêmement intéressantes à développer dans un contexte français. Ouais. Alors, pour continuer sur la question de ce qui pourrait être considéré comme une forme d'essentialisme, mais qui ne l'est pas, et on le voit dans tout ce que tu dis dans ce livre, j'aimerais maintenant qu'on s'attarde un petit peu sur la question du lesbianisme politique. Un ouvrage qui est un ouvrage radical, c'est un ouvrage qui, selon moi, nous permet de pouvoir un petit peu faire un pas de côté et de pouvoir analyser nos angles morts de la pensée. Et ce livre est absolument percutant dans la limite où... Ah, j'ai perdu la connexion avec Alice. J'ai reperdu la connexion avec Alice. Alors. Ah. Est-ce qu'on a récupéré Alice? Non. Alors, on a à nouveau un problème de connexion. Désolée. Ah, c'est bon? Ah, je suis confuse. Non, mais c'est pas grave. Je vais reprendre la question. Je voulais qu'on aborde un peu la question du lesbianisme politique, et je disais que en ça, cet ouvrage m'avait a beaucoup percuté des angles morts de ma pensée.
Et notamment parce qu'en fait, dans les années 60-70, cette question du lesbianisme politique était une question qui était relativement abordée. Mais en fait, quand tu parlais de transmission tout à l'heure, je me suis rendu compte en lisant que finalement, on avait perdu un petit peu de cette pensée-là, parce qu'en fait, dans les années 2000, il s'agit plutôt de dire que l'homosexualité n'est pas un choix. Et là, dans ce livre, tu réaffirmes que c'est un choix qui peut être un choix politique, ce n'est pas qu'une orientation. Et donc, j'aimerais que tu puisses revenir un petit peu là-dessus, sur tout ce pan qui est fondamental, parce que quand on est féministe hétérosexuel, on dépose ce livre et on se dit mince, tout le discours que j'ai tenu jusqu'à maintenant sur mon orientation ne tient plus, et du coup, ça provoque un petit peu un bouleversement. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur ce que tu affirmes dans cet ouvrage qui, je crois, n'est autre que la pensée de Monique Wittig que tu évoquais tout à l'heure? Ouais, alors effectivement, enfin, moi je suis partie une des phrases les plus connues hein, de Monique Wittig, c'est les lesbiennes ne sont pas des femmes, mais c'est vrai pour moi, si on peut la prolonger, et je ne peux pas trahir sa pensée, ou en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est pour moi les lesbiennes ne sont pas des homosexuels, E2LES, hein, au sens où ça n'a pas à voir avec le fait de coucher ou pas avec une femme. Et je ne suis vraiment pas la première à dire ça. On l'a eu aussi. Enfin, le fait d'être lesbienne ne se résume pas au fait d'une orientation sexuelle, parce que ça serait vraiment, moi, je trouve, donner beaucoup d'importance à la simple sexualité, que de se dire que c'est ça qui fait une identité. Moi, je le vois vraiment comme une identité politique. Et il y a une autre phrase, justement, d'Audre Lorde, gigantesque poète, penseuse, lesbienne, antiraciste. Non, mais en fait, quelle femme, en son fond, toute conscience féministe est lesbienne. Et ça m'intéresse beaucoup. Oui. Fondamentalement, ce que je pense, c'est que et ça vient se cogner contre la question du choix, effectivement, parce que quand je dis ça, je peux avoir des critiques aussi de gens que j'aurais pu penser plus alliés ou autres qui vont me dire mais non, mais c'est pas possible de remettre en cause, c'est comme si tu disais que être lesbienne, Oui. c'est un choix. Et bah ouais, moi d'une certaine manière, oui. Et alors pourquoi c'est compliqué de dire ça? C'est compliqué de dire ça parce que la question du choix, elle a été au centre des arguments de la plus profonde rhétorique homophobe, lesbophobe, notamment si on pense à tout ce qui est thérapie de conversion qui perdure encore, mais qui était notamment particulièrement vivace dans les années 50 ou même à d'autres périodes, de dire on va vous faire changer d'orientation, tu peux choisir, en gros fais un effort, deviens hétéro. Oui. Mais y a un peu du tien. Et donc c'est vraiment extrêmement compliqué après d'aller dans ce sens-là sans donner l'impression d'encourager et de revenir sur des présupposés qui étaient pendant très longtemps le fait de dire bah écoutez c'est pas notre choix. Mais moi, j'aime pas trop. C'est vrai, cette pensée-là de dire être lesbienne, c'est pas mon choix. J'aime pas trop. Pourquoi? Parce que ça me semble, moi, je ne suis pas née lesbienne. Enfin, c'est pas du tout. C'est évidemment, il y a, et parce que aussi, quand je dis que c'est une construction politique, c'est-à-dire que je ne crois pas, encore une fois, que toucher avec des femmes fasse la lesbienne. C'est quelque chose d'autre qui, notamment, d'une part, revient à l'assumer, le revendiquer, le dire, ce qui en soi, et c'est d'où le titre du génie lesbien, demande un parcours, le développement de certaines facultés qui font que, parce que c'est pas encore une société qui reste extrêmement patriarcale, c'est vraiment se placer dans la marge et franchement, pour le dire, en ennemi du système, ou en tout cas comme menace. Et puis aussi parce que je pense que ça a vraiment à voir à plus ça se passe. Ça veut dire être capable de se construire dans sa vie politiquement sans renvoyer à un regard masculin en cinéma, mais qui s'exprime sans arrêt. C'est-à-dire, et ça, je crois que en revanche, quand on est lesbienne et quand, là, si je fais intervenir les pratiques sexuelles, oui, bah ça aide quand même ou sentimentales ou amoureuses. Ça aide parce que dans le quotidien, on est moins soumise à des stratégies de séduction. On est moins soumise chez soi quand on rentre le soir si on vit en couple. Donc oui, il y a une petite part où ça aide un peu, mais je pense que c'est pas
pas une condition sine qua non, j'allais dire. Enfin, et puis après, encore une fois, moi, c'est ma conception, c'est pas du tout. Moi, j'entends tout à fait, chacune s'empare des mots comme elle l'entend. Mais c'est vrai que ça m'intéressait de dire que c'est pas du tout d'offrir aussi. Enfin, le livre, il s'adresse évidemment autant au féminisme lesbienne, j'allais dire, que féministe hétéro, mais c'est pas ça. Enfin, en tout cas, si on entend lesbienne comme orientation sexuelle, non, pour moi, c'est vraiment pas ça le souci. C'est vraiment de l'ordre de l'orientation politique. Je pense que ce qui le montre le mieux, ça, c'est de l'ordre de où on se situe par rapport aux hommes et par rapport au système patriarcal. Ce qui l'illustre le mieux, ça, c'est la cérémonie des Césars 2020. Parce que la cérémonie des Césars 2020, qui pour moi est tellement symbolique du génie lesbien, c'est-à-dire le moment où Adèle Haenel, suivie par Céline Sciamma, se lève, explose, se casse, parce qu'elle ne peut pas être contenue finalement dans ce cas tellement oppressif, tellement sexiste, qui est la cérémonie des Césars, parce que le cinéma est, je pense, vraiment un des plus grands bastions du système sexiste. Mais alors, dans le cinéma français, alors là, vraiment chapeau. Et puis alors, dans le cinéma français, les Césars eux-mêmes, jusqu'à récemment, étaient vraiment un symbole de ça. Donc évidemment qu'une lesbienne là-dedans, ça explose. Mais ce soir-là, qu'est-ce qui fait aussi exploser le cadre et qui est-ce qui justement se pose contre tout ce système-là? C'est Aïssa Maïga. Et c'est pas du tout anodin. Et Aïssa Maïga, elle se définit bien comme elle voudrait, mais à ma connaissance, vit plutôt avec des hommes. Ce que je veux dire, en tout cas, ne se revendique pas du tout lesbienne, elle est hétéro, quoi. Et sauf que, bien sûr que oui, que ça participe, mais ce que moi, je peux mettre dans le génie lesbien. Mais ça montre bien où il se situe, cette mouvance-là. C'est-à-dire qu'elle, en tant que femme noire, au même titre que les lesbiennes, en tant que femme noire, elle est déjà de fait exclue de ces systèmes patriarcales-là, incarnés par le cinéma. C'est-à-dire que de toute façon, ces femmes-là ne rentrent pas, ces femmes de minorité, ne rentrent pas dans les cases qu'ont bien voulu laisser à certaines femmes le patriarcat. Et donc, de toute façon, par ailleurs, des combattantes qui ont pour point au César, elles ont tout un parcours derrière elles, développé des stratégies de résistance. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Si. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que faire son coming out, c'est pas la même chose que sortir de l'hétérosexualité? Ce sont deux processus différents. Est-ce que oui, non, mais ou est-ce que c'est un peu binaire de dire les choses comme ça, mais ouais, c'est super intéressant comme remarque. C'est pour ça, c'est exactement, c'est-à-dire se défaire en fait des cadres, des normes, de l'imaginaire qu'on a pu nous imposer. Donc absolument, ça me semble une très bonne formule. Et du coup, Monique Wittig dit il n'y a pas de révolution féministe possible sans révolution lesbienne. Du coup, tu disais que le livre s'adresse aussi aux féministes hétéros, que c'était pas la question, mais du coup, on porte presque une responsabilité. On se dit mince, finalement, toutes ces années à lutter, est-ce que finalement on n'y arrive pas parce que voilà, cette révolution lesbienne n'est pas en cours pour que la révolution féministe s'opère? Je pense que c'est des choses, c'est de pair, parce que c'est exactement à partir du moment où le mouvement, le militantisme féministe, il vise à détricoter plus que détruire, parce que c'est de longue haleine, tout le système sexiste, patriarcal. Mais de fait, c'est quelque chose qui va aussi dans le développement, du lesbianisme, évidemment. Et je veux dire, ça, c'est des récits très concrets que vont raconter, moi, elle me raconte les anciennes du MLF, des récits que, évidemment, ces réunions-là, le fait d'aller au mouvement, le fait d'aller dans des lieux comme ça, favoriser aussi l'éclosion d'un mode de vie lesbien. Bien sûr que oui. Enfin, c'est lié. Et c'est drôle d'ailleurs que c'est là-dessus qu'on ait voulu souvent délégitimer ce ne sont que des lesbiennes, mais je veux dire, faut l'assumer, et le prendre aussi dans ce sens-là de la sortie effectivement du cadre de l'hétérosexualité. Et alors du coup, le livre devait s'appeler, si je me trompe pas, si je me souviens bien les premières pages du livre, Misandrie, et finalement tu as opté pour génie lesbien. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur ce terme de misandrie.
parce qu'effectivement, il est frais. Et puis encore une fois, on se rend compte encore une fois qu'avec ce terme, on oublie la question du système, puisqu'on met sur le même plan misogynie et misandrie. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer cette notion-là pour les personnes qui nous écoutent? Parce que je crois que c'est une notion qui commence à intéresser. C'est pas une notion nouvelle, mais voilà, c'est peut-être une notion que les plus jeunes générations de féministes s'approprient. Donc du coup, est-ce que tu pourrais faire un peu de pédagogie féministe du coup sur ce terme? Ouais, alors non, c'est vrai. Enfin, moi, ça m'avait frappé parce que le livre il commence, qui est un livre aussi très assez perso, hein, par le personnage Le imaginaire privé que j'avais, politique. voilà, le privé politique que j'avais quand j'étais enfant et qui s'appelait André, et que c'est vraiment à la fin que je m'étais appelé André, pas non plus un prénom pionnier comme ça, je ne sais pas où j'étais allée chercher ça, sauf que il a fallu que j'attende l'écriture de ce livre pour réaliser que André, ça veut dire homme, donc c'était intéressant, et donc comment j'étais sortie d'André, comment j'étais donc cette histoire de Miss André, de Miss André. Et alors oui, c'est intéressant, mais ça c'est aussi avec l'ouvrage de Pauline Armange, Moi je déteste les hommes, que ça sont apparus et redéveloppés certaines histoires de la misandrie. On pensera bien évidemment à certains titres, comme moi je la cite très souvent, enfin, à plusieurs reprises dans le livre, Solanas et le Scum Manifesto, Tout à fait. mais notamment parce que c'est un des trucs qui me fait le plus rire. Hein, la phrase que je cite, qu'elle a écrite, c'était les hommes sont des Midas d'un genre spécial, tout ce qui touche se transforme en merde. Ce qui, bon, moi, me fait beaucoup rigoler, mais c'est pas rien que ça fasse rigoler, c'est-à-dire que c'est aussi une certaine jubilation, je pense, que peut avoir un discours misandre. Alors, pour faire un petit point sur effectivement misogynie, misandrie, évidemment, ça relève vraiment du royaume des fausses équivalences absolues où il n'y a pas du tout un jeu à somme égale et c'est absolument incomparable au sens où on est en train de parler, quand on parle de propos misogynes, on est en train de parler de propos d'hommes envers des femmes, c'est-à-dire de propos d'une partie de la population qui tue, viole, massacre cette autre partie de la population depuis des siècles. Donc, quand ils professent des propos misogynes, ils entrent dans ce qu'on appelle le continuum des violences sexistes, c'est-à-dire que par leurs propos, ces propos-là, misogynes, sont liés au fait que tous les jours, des femmes meurent sous les coups des hommes, sont violées par les hommes. Donc, ils ont une charge très lourde. Le discours misogyne a une charge immense. Les propos misandres, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans un cadre justement de population où les femmes tuent les hommes par milliers, les violent, et ce depuis des siècles. Ça n'est absolument pas le même rapport de force. Du coup, la misandrie n'a pas du tout la même fonction, en fait. Elle a une fonction, pour moi, bien particulière, qui est une fonction de résistance, en fait, qui est une stratégie de résistance et qui rejoint des stratégies féministes de résistance assez classiques. C'est pour ça que j'insistais sur moi le fait que Solanas me fasse beaucoup rire, parce que qui rejoignent ou que des stratégies comme peut avoir le groupe féministe La Barbe, qui sont dans la stratégie de l'ironie, qui est évidemment une stratégie du minoritaire, des plus petites, en fait, pour résister à l'oppresseur, et qui est aussi, je pense, une stratégie de libération, quoi, de pouvoir souffler et de pouvoir se permettre de tenir certains propos. Et je pense que c'est pas anodin que ça ressurgisse à ce moment-là. C'est-à-dire il y a des hasards d'édition, mais qui n'en sont jamais. Et surtout les livres publiés de ce qui se passe dans l'ensemble de l'actualité. Et je pense par exemple aux propos qui Absolument. là où participe d'une parole. Et si on reprend, on a souvent, on peut discuter de l'expression libération de la parole qui est liée à MeToo, parce qu'il faut peut-être dire aussi, non, c'est juste que peut-être les gens entendent, mais je pense qu'elle a un certain sens quand même, et qui a à voir avec cette résurgence d'un discours misandre qui est, on a le droit de parler. En fait, on va dire ce qu'on veut. Et si on a envie de dire ça, vous n'êtes pas en position de nous en faire le reproche, vu comment vous vous comportez au quotidien avec nous. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Alors du coup, pour éclairer ces propos, j'aimerais lire un petit passage de l'ouvrage où tu dis, page 226, « Les chercheurs auraient compris que les muscles des femmes étaient plus résistants à l'effort que ceux des hommes.
Mais évidemment que nous sommes plus endurantes. Cela fait des millénaires que nous endurons. La douleur des accouchements, accrue par les violences obstétricales, la douleur de la sexualité, 30% des femmes disent avoir mal lors de leur dernier rapport sexuel, la douleur des règles, restée sans réponse 2000 ans après la naissance d'Hippocrate, la douleur des corsets, la douleur des talons hauts, la douleur de l'exploitation. Les rues sont nos lignes de front, les appartements nos tranchées, et nous avons survécu aux plus longs et plus nombreux assauts jamais lancés contre une population. Donc oui, on endure, mais le temps de l'endurance est terminé. Et du coup, effectivement, la misandrie est presque un principe de précaution. Et cet extrait dit aussi quelque chose des outils qui se mettent en place autour notamment de la notion de sororité. Et il me semble que toi, comme d'autres féministes, ont la stratégie de rarement critiquer d'autres femmes publiquement, de faire attention aussi dans des réunions où elles sont avec les femmes. Mais comment aujourd'hui on fait pour redonner du sens politique à ces termes, notamment de sororité, hein, parce qu'en fait, on ne peut pas être soror avec tout le monde non plus. Je ne pourrais pas être soror avec Marine Le Pen. La question n'est pas d'essentialiser les femmes, mais bien de repolitiser tout ça. Quelle est l'analyse que tu poses un petit peu sur cette notion aujourd'hui et cette réappropriation par les jeunes générations de ce terme de sororité, et en quoi c'est une force pour nous que de développer cette approche soror? Ouais. Alors, pour reprendre au début, c'est drôle parce que c'est horrible, enfin, mais quand tu as lu le passage sur l'endurance, j'ai pensé à koh où ça s'exprime encore très fortement cette saison, où les femmes mettent la pâtée sur les épreuves d'endurance, justement de tenir. Et tu m'étonnes, parce que tu m'étonnes comment on endure, et comme il y a des siècles d'endurance et de résilience, en fait, sur ce que les femmes doivent... ce à quoi elles sont confrontées dans leur vie depuis toute petite. Alors, sur la question de la sororité, c'est marrant, parce que même j'y réfléchis beaucoup en ce moment, c'est un terme qui me vient, qui au départ n'est pas spontané, en fait, qui même, je suis en tant que lesbienne, justement, ça me fait coincer. C'est un truc qui je ne sais pas. Mais ceci dit, j'adhère complètement, évidemment, au projet politique de la sororité, et effectivement, moi, c'est compliqué à mettre en place comme stratégie sur comment on fait, en fait, pour éviter qu'à chaque fois, ça soit en gros les hommes qui tirent les marrons du feu et qui se permettent de déployer une de leurs stratégies favorites, qui est d'opposer les femmes entre elles ou les minorités entre elles, et ce à quoi ils excellent, et comment moi, je fais pour pas participer à ça, en fait. Alors, ma stratégie, mais qui est vraiment complètement individuelle, parce que c'est ma position en même temps qui me permet de faire ça, c'est effectivement, moi, j'ai décidé d'essayer toujours de ne pas critiquer une femme en position de pouvoir, en position de responsabilité, publiquement. Mais ça s'appuie sur plusieurs choses, et je pense que c'est encore une fois, nos stratégies ne sont pas, moi, je ne dis pas du tout, ouais, c'est ce que tout le monde doit faire. C'est moi, dans ma position, je pense que c'est utile. Pour deux raisons qui sont que je suis dans une position où je peux critiquer les hommes de pouvoir. C'est-à-dire que j'ai certains statuts privilégiés de position, là d'être en politique, là d'être blanche, d'être installée correctement, de beaucoup de choses qui font que je peux, et d'avoir accès à certains des hommes de pouvoir pour les critiquer. Donc c'est pour ça que moi je préfère vraiment concentrer mes attaques directement sur eux. Pourquoi? Parce que je sais bien que c'est eux qu'on attaque le moins. C'est-à-dire que parfois, si moi je me prive, et pourtant, mais il y a énormément, enfin tous les jours, des femmes de pouvoir, de responsabilité dont les propos m'horripilent, évidemment, et avec laquelle je suis en opposition directe, mais je sais que d'autres vont s'en charger. C'est-à-dire que même au pouvoir, même à parti politique correspondant, idéologie correspondante, de toute façon, si c'est une femme, c'est sûr qu'elle se fera attraper. Si elle fait une connerie, si elle dit un truc qui ne va pas. Alors que les hommes, ça met souvent plus de temps à la détente, voire ça provoque plus de lâcheté parce qu'ils ont souvent plus de pouvoir, parce qu'ils sont souvent plus installés. Donc c'est pour ça que je préfère concentrer effectivement mes attaques sur les hommes. Et après, c'est aussi un truc vraiment très individuel, c'est que j'y arrive pas. Enfin, vraiment, je bloque, en fait. Ça me demande beaucoup d'efforts et ça me rend infiniment triste, en fait, si je dois critiquer vraiment, même si il y en a beaucoup qui le méritent amplement, mais encore une fois, je ne trouve pas que je nuise au fait que certaines idées soient combattues, tout ça, parce que de toute façon, si c'est une femme, elles vont être attaquées.
Et c'est d'ailleurs très chouette dans le livre parce qu'à un moment où tu dis que toutes les initiatives féministes finalement doivent exister, il n'y a pas de hiérarchie entre elles et puis qu'il y a personne qui peut donner des brevets quelque part Mais en oui, mais c'est féminisme. ça aussi. Et c'est pour ça que ça m'a rendu tellement, enfin, toutes les histoires de féminisme, machin. Et souvent, d'ailleurs, on me demande, mais alors, comment vous définissez-vous et tout ça. Je sais pas, à part dire, je suis dans un féminisme plutôt d'action, mais encore, ça définit pas grand-chose. Je suis dans un féminisme lesbien, mais ça définit pas grand-chose. En tout cas, oui, moi, je suis plutôt à l'écoute et en tout cas, certainement pas à dire, toi, t'es féministe, toi, t'es pas féministe. C'est quand même très ironique qu'évidemment, les premiers à nous dire, et encore récemment, quand ça s'est suivi la réception du livre, qui était vous expliquer que c'était bien du temps de Gisèle Halimi, que c'était formidable, ce féminisme des années 70. Alors, Solana, c'était 1967, hein, on en parlait en ce moment, donc au niveau, c'était tout à fait costaud et radical. Et Halimi, évidemment, en son genre, était aussi, tenait des propos et menait des actions tout aussi radicales que celles qu'on peut me reprocher. Donc, eux, ils adorent ça. C'est absolument frappant d'ailleurs parce que toute la polémique, pas te concernant, mais la polémique provoquée concernant tes positions politiques à la mairie de Paris sont intervenues quasiment au moment du décès de Gisèle Halimi, et c'était assez flagrant et tellement affligeant de voir toute cette société comparer des féministes entre elles, et en plus ce que ça a donné à voir, c'est leur méconnaissance du combat de Gisèle Halimi en réalité et de tout ce qu'elle a pu critiquer de la question de l'universalisme notamment. Voilà, donc je trouve que ça a été une réponse assez formidable que tu as pu faire sur ce registre-là. Alors, je crois que le temps nous est compté. Donc, je vais devoir malheureusement conclure, pas conclure, mais essayer de fermer cette rencontre. On aurait pu la poursuivre encore des heures. C'est vraiment, voilà, Le génie lesbien, c'est un livre incontournable que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Vous avez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Angela Davis, Réjeanne Sénac. Maintenant, vous avez Alice Coffin. Je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité parce que c'est un livre radical, parce que le projet féministe est un projet radical. Donc, ce livre-là est absolument incontournable parce qu'il est sans concession, il est inspirant. Et puis, je crois qu'il faut l'acheter comme acte de soutien aussi à Alice, au vu de tout ce qu'elle a déjà payé comme prix pour la lutte féministe, mais aussi pour dire à tout ce système patriarcal qu'on peut toujours essayer de nous faire taire, mais qu'il y a nos écrits qui restent. Donc, en ça, je trouve que ce livre est extraordinaire pour cela. Donc, voilà, courez, achetez-le dans votre librairie la plus proche, ici à la librairie Kléber en Click and Go, ou alors partout en France, vous pouvez aussi le faire. Alors, je vais te laisser les derniers mots, Alice. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Non, mais merci. Franchement, je sais pas, on ne se connaît pas, mais organiser des lives à des moments, et il y en a beaucoup qui sont un peu durs en ce moment. Et les questions super. C'était... Ah, on a perdu Alice. On n'a pas entendu tes propos, Alice. Je suis désolée. On t'a pas entendu. Sur le live génial, les questions, c'était super et qu'il y avait pas mal de monde assez dur à venir et que j'aurais toujours besoin d'un live avec la librairie Kléber parce que franchement, c'était super. Bravo pour votre tout le travail qui est fait pour ce live et pour la librairie, et surtout merci aussi à toutes celles et tous ceux qui étaient là cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Bon courage. Ciao.